bonsoir à tous. Merci de ce petit mot chaleureux. Alors oui, je suis Thierry Keller, je suis le directeur de la rédaction du magazine Uzbek Erika, qui peut-être vous connaissez, qui est un magazine qui s'intéresse à l'avenir, au futur et qui explore le futur, les futurs. Et je suis extrêmement content aujourd'hui de pouvoir discuter en live avec Alain Damasio, qui irrigue beaucoup notre travail. Je lui disais tout à l'heure un petit peu en rigolant, mais c'était quand même sérieux que quand on a un problème et quand on ne sait plus vraiment quoi penser, on se dit mais que pense Alain Damasio? Et donc je trouve que on est là pile dans le sujet de être machine. Alors et si je lis l'intitulé du soir, c'est un intitulé qui est un petit peu alambiqué et on va essayer de le démêler ensemble, Alain. Pourquoi a-t-on peur de ne pas être des machines? Moi je me disais plutôt qu'on aurait peur d'être des machines. Mais alors de ne pas en être, on va revenir un petit peu sur tout ça. D'autant que ce qui est très intéressant, on a le sentiment depuis quelques années, et ça s'accélère, on est vraiment d'ailleurs dans un monde d'accélération, on a le sentiment que la science-fiction rejoint la réalité et vice-versa, que finalement tous les imaginaires du futur ont fini par coïncider avec ce qui est en train de se passer, que ce soit quand on lit Kadik, quand on regarde d'ailleurs ce qui en a été tiré avec Minority Report ou un petit peu avant avec Blade Runner, le film Her, il y a tout un tas comme ça de la série Black Mirror. On est là finalement plongé dans une sorte de science-fiction hyper présente qui pose la question de notre rapport à la technologie, à la machine au sens large. Non seulement notre rapport avec la machine et avec la techno, mais en plus de ça, la potentialité de devenir, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, des machines nous-mêmes. On a ici au premier rang un vieux camarade aussi du Uzbek Erika, je me permets, Marc Roux de l'Association française de transhumanisme. Donc je crois qu'on n'a jamais autant parlé de cette histoire de transhumanisme, de la fusion entre l'homme et la machine. Donc on va aborder beaucoup de questions ce soir. Et je vais compter sur toi justement pour les clarifier, les rendre peut-être un peu plus rationnels. Évidemment, c'est pas que un dialogue devant vous qui nous écoutez sagement. Vous avez le droit et voire l'obligation de poser des questions. Je crois qu'il y a un petit micro qui est prévu à cet effet. L'idée c'est que ça dure 1h30, donc on se laisse un peu tranquille vers 21h35, 40. Mais il y a au moins une demi-heure, voire peut-être plus, c'est un peu tranquille, c'est un peu ça, voilà, on n'est pas à l'école, donc vous pouvez poser les questions que vous voulez. Moi, la première que j'ai envie de te poser, Alain, peut-être, c'est ce rapport un peu à la schizophrénie, au regard de notre rapport à la technologie. Et on parlait dans cette manière de caractériser la schizophrénie ambiante du GPS. Quand on vient, ici, rue Jean-Pierre Timbaud, on se dit bon, c'est où? Je suis sur le GPS comme ça, et quand on arrive à bon port, on se dit ok, merci là-haut. Il paraît qu'il faut 3 GPS pour nous trianguler, pour nous attraper à 5 mètres près. Et est-ce que justement on n'est pas dans un moment historique où on est à la fois totalement dépendant de nos machines, on en est conscient, et en même temps, on en est heureux? Ouais, carrément. Bon, déjà, moi, je démarrais en disant, voilà, moi je viens avec, et je trouve que c'est important de le préciser, je viens avec un statut hautement éminent de bâtard, quoi. C'est-à-dire que, en tant qu'auteur de science-fiction, on est des gens qui sont des espèces d'orpailleurs des tendances actuelles et futures. C'est-à-dire qu'on a un tout petit côté science dure, on a un côté sociologue, philosophe, anthropologue, etc. On s'alimente un peu à toutes les sources, mais on s'alimente mal, on s'alimente de façon partielle et partiale. Et surtout, on parie énormément sur des sortes de phénomènes intuitifs, quoi. Voilà, moi, je crois beaucoup à l'intuition, je crois beaucoup dans une société qui est saturée d'informations et infobèse, comme on dit, que la seule façon d'essayer de s'y repérer, c'est de parier à 2-3 moments sur des intuitions fondamentales. Donc, ce soir, vous allez m'entendre parfois être péremptoire ou raconter des choses comme si tout d'un coup j'avais la science infuse ou réfléchi pendant 27 ans à tout ça. C'est évidemment pas le cas. Et ce que je vais vous envoyer, ça va être surtout des perches, des pistes, des trouées, des salves, en essayant d'appuyer comme ça sur ces intuitions.
et en mariant des éléments un peu bâtards qui viennent de partout. Moi j'adore Rimbaud quand il dit voilà, on est des bâtards, des nègres. Et ce statut est très important et je revendique un peu ce statut de bâtard aussi parce que la catégorisation, notamment des chercheurs dans des spécialités trop fermées, fait qu'on s'interdit souvent de penser en transversal. Et pour penser en transversal, et on a besoin de penser en transversal, et on a besoin de cette polyvalence, il faut accepter de sortir de son cadre, il faut accepter de sortir de ce qu'on sait, et essayer de penser à la limite de ce qu'on sait, quitte à dire des grosses conneries. Donc vous m'excuserez, je m'en dirai beaucoup ce soir, mais ça me paraît important. Alors sur la technologie, moi tu prends l'exemple du GPS, moi j'aime beaucoup cet exemple, parce que c'est typiquement, pour moi, ça pose typiquement l'enjeu numéro 1 des technologies aujourd'hui, c'est-à-dire de dire, voilà, on me propose un GPS, c'est-à-dire qu'on me propose un pouvoir, on me propose quelque chose qui va me permettre de m'orienter dans l'espace, c'est notamment dans une ville, et qui va m'amener d'un point A à un point B sans que j'ai besoin de réfléchir, de me situer, de m'orienter, etc. Et effectivement, c'est absolument fascinant parce que l'orientation, c'est pas quelque chose de complètement naturel chez l'être humain. Ça demande des efforts, ça demande une documentation. Avant, ça demandait des cartes. Et aujourd'hui, eh ben, on a désintermédié complètement tout ça, on a zappé tout ça. Il suffit de regarder le smartphone, de suivre le GPS, et même le GPS peut vous guider à la voie, et il vous amène devant la maison des Métallos. Et là, on touche le point clé pour moi, qui est de dire, est-ce que ce pouvoir qu'on me donne, est-ce que cette espèce de faculté de faire à la machine quelque chose ne me retire pas en même temps une forme de puissance personnelle. Ce que j'appelle la puissance, moi, c'est vraiment au sens Spinozi, c'est-à-dire la puissance, c'est la faculté de faire moi-même directement quelque chose avec mes propres capacités internes d'être humain, c'est-à-dire ma capacité à créer, à innover, à éprouver quelque chose, à l'écouter, à m'orienter, c'est-à-dire toutes les capacités cognitives qu'on a, c'est-à-dire hiérarchiser l'information, la classer, réussir dans l'espace, effectivement, à se situer. Et du coup, on est dans cette schizophrénie permanente, c'est-à-dire qu'on a envie de se laisser happer, de se laisser vampiriser, de se laisser aspirer par le pouvoir que nous donnent ces technologies, et en même temps on sent bien, ou on sent pas malheureusement, que ça nous pompe, quoi, ça nous siphonne effectivement une partie de cette puissance qui fait la beauté, pour moi, du fait d'être un homme, c'est-à-dire cette faculté de faire directement. Voilà. Donc je pense qu'on est constamment effectivement entre ces deux mouvements, et même au niveau social, c'est-à-dire quand tu vois le mouvement des faiseurs, ce qu'on appelle les makers, c'est-à-dire ce retour à un bricolage direct qu'on voit dans les Fab Labs, dans les hackerspace, dans les espaces de coworking, c'est-à-dire tous ces tiers-lieux où on vient pour faire directement les choses, pour monter des machines soi-même, faire pousser des plantes, imprimer avec une imprimante 3D, faire des modèles, etc. Tu sens bien que la technologie est aussi une envie profonde d'empoigner, de faire soi-même. Mais très souvent, et là c'est le technocapitalisme qui nous amène à ça, le technocapitalisme, ce qu'il veut nous vendre, c'est du pouvoir. Et la fascination du pouvoir, et l'envie du pouvoir, cette espèce de petite économie de désir où on va aller outiller au maximum nos paresses. Donc c'est un premier, en tout cas, c'est un premier critère de méfiance et en tout cas d'analyse de la technologie qui pour moi est clé. Et en plus j'ai envie de dire, ça venait de quelque chose qui m'exaspérait constamment dans les discussions sur la techno, qui était cette espèce de tarte à la crème absolue, de dire voilà la technologie, oulala, la technologie, de toute façon la technologie globalement c'est neutre, tout dépend de ce qu'on en fait, quoi, tout dépend des usages qu'on en a, quoi. Et ça, voilà, je trouve que c'est un pur scandale de penser de cette façon-là, parce que ça ne dépend pas uniquement des usages. La technologie elle-même n'est absolument pas neutre. La technologie, dans son essence même, est une volonté de maîtrise, d'appropriation du monde, de quadrillage, de contrôle. Donc c'est une volonté d'arraisonner le monde. Et c'est un rapport particulier au monde. La contemplation n'est pas une volonté d'arraisonner le monde. L'écoute, ce n'est pas une volonté d'arraisonner le monde. La poésie non plus. Mais la technologie a cette volonté de préhension, comme ça, sur la matière, sur le réel, sur les choses. Et du coup, ça, c'est absolument pas neutre, c'est corrélé en plus à des volontés performatives, liées au capitalisme, etc. Et puis même, juste deux, trois petits mots là-dessus, mais comment on peut dire qu'une technologie, ou même qu'un développement technologique est neutre, quand on sait que toute technologie sort de programmes de recherche, que tout programme de recherche vient de crédit de recherche, vient d'un financement préalable, qu'il soit public ou privé, et que ce financement, évidemment, il obéit à des visées soit commerciales, soit politiques qui sont fortes, et qui vont informer et diriger le sens même des recherches qu'on va faire, quoi. Donc les technologies qu'on nous sort aujourd'hui, elles sont déjà en quelque sorte préemptées ou prédirigées vers des usages qu'on leur suppose et qui vont normalement faire gagner des milliards de dollars aux boîtes qui les financent, ou en tout cas
permettre à des gouvernements de mieux nous gouverner, de mieux nous sécuriser, de mieux nous cadrer. Donc il n'y a aucune espèce de neutralité dans la construction et l'élaboration des technos, il faut en être absolument conscient, quoi. Et ensuite, dernier point, et je finirai là-dessus, parce que si je réponds un quart d'heure à chaque question, on va pas s'en sortir, mais troisième point, c'est qu'une technologie, une fois qu'elle advient, elle va modifier complètement notre rapport au monde. Et aujourd'hui, on est dans des types de machines, si on parle des machines, c'est plus des marteaux, c'est plus des machines de première génération qui est, voilà, vous prenez un marteau, vous pouvez taper sur un clou avec ou ne pas taper sur un clou avec, et une fois que vous avez posé le marteau, il ne va rien changer à votre existence. Aujourd'hui, on est dans des machines-mondes, quoi. Voilà, un jeu vidéo, c'est une machine-monde. Le réseau Internet, c'est une machine-monde, c'est-à-dire qu'on est à l'intérieur de la machine. Voilà, et on vit, on circule, on pense, on drague, on séduit, on s'informe, etc., à l'intérieur d'une machine-monde. Et donc, on ne peut plus considérer que, voilà, c'est neutre, on ne peut plus considérer... Moi, je n'ai pas de portable, par exemple, je ne peux plus considérer que je prends pas le portable. Le fait de ne pas prendre un portable ne m'absout pas du fait que je suis dans une société où être joint et joindre est une norme partagée par 98% de la population. Voilà. Et en n'étant pas joignable ou en n'étant pas quelqu'un qui joint n'importe qui, n'importe quand, je me sors d'une grande partie de cette sphère sociale de la communication. Donc ça, c'est pas neutre. Et ça me préexiste. Et ça, c'est un monde qui a été posé par cette technologie qui est arrivée, quoi. Voilà. Alors, je suis en train de me rendre compte que j'ai manqué à tout Edouard parce que je ne t'ai même pas présenté, mais parce que j'ai tellement considéré qu'on était entre amis que c'était pas la peine. Mais enfin, on peut quand même dire que tu as une œuvre courte mais dense. Il y a pour l'instant 2 gros romans et beaucoup de choses qui vont autour. Ouais, un recueil de nouvelles. Voilà. Recueil de nouvelles. Des petits livres, là, le dernier. Notamment celui-ci, ouais. Qui est une œuvre très politique. Où il est précisément question de notre rapport à la liberté, hein, donc la zone du dehors, la horde du contrevent. Je reviens à ton cas particulier, je me permets. Hein, on en parlait rapidement aussi tout à l'heure. C'est comme si tout à coup, parce que ton œuvre avait rencontré une préoccupation citoyenne, tu étais de plus en plus appelé à donner ton avis. Je rigolais tout à l'heure en disant quand on ne sait pas quoi penser, on n'a pas la langue à Madio, mais est-ce que tu as le sentiment qu'on a besoin de repères par rapport à ça et que justement ça va trop vite, notamment parce qu'on a le sentiment d'être dépossédé de notre liberté, de notre libre arbitre, indépendamment de la notion du vif sur laquelle on va pouvoir revenir, mais en termes ne serait-ce que de liberté. Il y a plein de raisons et de réponses à ça. Le premier truc, c'est quand tu dis en boutade, voilà, et vous m'appelez machin, moi je trouve ça très inquiétant au sens où justement je suis complètement bâtard, enfin tu vois, mes constructions sont relativement bâtardes, mais ça traduit aussi en creux quelque chose, c'est que les gens s'interdisent de penser transversalement. Et moi je suis auteur de science-fiction, je crée des œuvres politiques ou sociologiques qui sont d'anticipation socio ou politique, donc forcément je vais devoir absorber énormément de données et essayer de les transcrire en récit, de les mettre en personnages, de créer des identifications à ces personnages, de créer des mondes, bon. Et du coup, je suis bien obligé à un moment donné d'y aller. Moi, ce que je crois, c'est qu'on est la génération noyée, quoi. Voilà, c'est qu'on est la génération pas perdue, mais noyée. C'est-à-dire que la déferlante des réseaux nous est tombée dessus. Pour moi, c'était voilà, autour de 95. C'est-à-dire qu'autour de 95, Internet apparaît globalement dans le monde. Et quasiment en même temps, et ça c'est une convergence qui est assez intéressante, les téléphones portables et bientôt les smartphones. Et cette double révolution, parce que là on peut vraiment parler de révolution, ça a vraiment totalement altéré, modifié, transformé, retourné la façon dont on vit au quotidien, quoi. On n'a eu absolument pas le temps de s'y préparer. Voilà. Et aujourd'hui, quand je vois, tu vois, dès qu'on parle de la technologie, on est en train de patauger, quoi. Voilà, on est dans une société où on patauge complètement, il n'y a pas d'éducation à la technologie. Le grand trou de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est que on n'éduque pas, malgré tout ce qu'on peut raconter, machin, on n'éduque pas les enfants à se servir d'Internet, on ne les éduque pas à se servir des réseaux sociaux, on ne les éduque pas à choisir les bons jeux vidéo, ceux qui vont leur permettre de vraiment se déployer. Il y a des jeux vidéo extraordinaires qui développent des facultés cognitives magnifiques, qui développent l'imagination. Et puis il y a des jeux vidéo parfaitement addictifs qui nous bouclent dans des réseaux neuronaux très très fermés. Et comment vous faites pour que votre gamin aille vers ces jeux, lui éviter les jeux ferments, addictifs, j'ai envie de dire pervers, en tout cas d'un point de vue neurologique? Qui fait ça? Voilà. Quel parent fait ça? Moi je discute avec plein de parents, etc. Quel parent a la sensation nette, a l'espèce de conscience précise et claire de se dire oulala, le problème et l'enjeu numéro 1 avec mes gamins quand ils vont arriver à l'adolescence, ça va être de les éduquer aux nouvelles technologies. Tu vois?
Moi, je suis convaincu de ça. Voilà, moi j'ai 2 gamines, j'ai 6 et 9 ans, je dis tout le temps à ma femme, qui elle, est prof de français et qui est plutôt très loin des technos, et je lui dis, mais tu sais, le premier enjeu, ça va être ça. Voilà, ça va être de les éduquer à l'utilisation d'Internet, à les éduquer à l'utilisation des réseaux sociaux, de savoir comment utiliser un moteur de recherche, et pas simplement pour protéger sa vie privée, etc., mais simplement comment quel art de vivre face aux technologies tu mets en place. Et cet art de vivre, il n'existe pas aujourd'hui. Donc tout le monde cherche, donc on va effectivement, on va demander à différentes personnes, parce que dès qu'on a l'impression qu'elles ont un tout petit peu réfléchi sur le sujet, mais ça traduit un gouffre abyssal. Alors à part des gens comme Bernard Stiegler, tu vois, qui le bénit, qui sont là et qui essaient de penser au quotidien les technologies, il y a quand même très peu de choses qui sont faites. Et puis des magazines qui essaient de s'y empoigner, il y a Uzbek Erika, il y a Oui Demain, il y a quelques magazines qui s'y collent. Mais très objectivement, on a un retard fou, ça va très vite, et on n'est pas situé, voilà, on n'arrive pas aujourd'hui à... Donc moi, j'essaye de dire ça, c'est-à-dire j'essaye de dire un truc extrêmement simple, je dis, moi je suis pas, voilà, je suis ni technophone ni technophile, je considère que la technologie fait un avec l'homme, c'est-à-dire c'est ce que dit Sloterdijk, c'est-à-dire que l'espèce humaine, tous les animaux naissent, mais nous, les hommes, on vient au monde, quoi. Et on vient au monde par l'acte technique. Ce qui fait qu'on sort du singe pour aller à l'homme, c'est le premier moment où on utilise un outil, c'est le premier moment, même dit Sloterdijk, où on lance une pierre. Il dit, l'homme ne descend pas du singe ou du cygne, il descend de la pierre. Il descend du moment où on jette une pierre à distance pour toucher un oiseau ou un animal à distance, et dans ce geste où on projette, on s'ouvre l'espace, on s'ouvre une clairière, et on s'ouvre un monde qui n'existait pas avant nous. C'est très beau ce passage Sloterdijk. Et donc voilà, et puis c'est pas que lui, hein, le roi Gourand, et énormément d'anthropologues l'ont dit, l'être humain c'est hominisé par la technologie. Donc ça veut rien dire de dire je suis technophobe, je suis contre la techno, c'est absurde, c'est comme dire être contre l'être humain. Mais par contre, il faut être technocritique, quoi. Ça me paraît évident. Et voilà, se mettre en face et se dire qu'est-ce qu'une technologie qui arrive m'ouvre ou me ferme dans mon rapport au monde. Quel art de vivre à la technologie je peux me constituer, quel épicurisme technologique je peux mettre en place, quoi, tu vois, au sens où Épicure, voilà, distinguait entre des désirs superflus, vains, et des désirs absolument naturels et fondamentaux, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui est superflu, qu'est-ce qui est vain, qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce qui m'ouvre. Toutes ces questions sont clés sur ce rapport à la techno. Mais c'est compliqué, ouais, c'est clair. On parle beaucoup, je vais te provoquer un peu, mais on parle beaucoup d'empowerment. Ouais. Et quand on a parlé tout à l'heure de la recherche et développement et de l'innovation technologique qui est issue d'un financement, qu'il soit étatique ou capitaliste, je me disais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi le pendant de tout ça qui est la science citoyenne? Je sais que le Festival des idées s'y est un petit peu intéressé, la Paillasse était partenaire du festival. Cette réappropriation de la technologie, de la science, y compris de la biologie, par les citoyens. Et de ce point de vue-là, je me souviens dans une interview qu'on avait faite avec toi, tu nous avais dit attention, ne pas confondre pouvoir et puissance. Est-ce que néanmoins, on ne peut pas se dire qu'il y a une réappropriation, ne serait-ce que citoyenne, un début de quelque chose, de cette technologie? Petit exemple, là encore, parmi d'autres, le fameux compteur Linky qui est développé par EDF subit aujourd'hui un certain nombre de réticences, voire de résistances. Ouais, ça réagit bien là-dessus. Hein. Et on est quand même peut-être aussi là à la naissance de quelque chose. C'est vrai, en fait, tu le disais, ça fait seulement 20 ans qu'il y a eu cette espèce de basculement anthropologique majeur qui est l'arrivée de la techno dans nos vies quotidiennes. Non, mais tu pointes quelque chose de super intéressant, et puis il y en a même qui font la distinction. Tiens, quand tu lis le comité invisible, ils font la distinction entre technologie et technique en disant la technique, c'est ce que je peux encore empoigner. La technique, c'est ce que je peux me réapproprier, réassimiler, et encore une fois, faire par moi-même. C'est-à-dire, cette fameuse figure du hacker, qui est une figure exceptionnellement importante aujourd'hui, c'est-à-dire celui du bricoleur, le hacker au sens bricoleur. Ce qui se passe dans les Fab Labs, dans les hackerspace, etc. C'est-à-dire que vous venez, puis vous apprenez à souder des circuits imprimés, vous apprenez à faire des machines, vous apprenez à créer vos meubles, voilà, on va y revenir. Et ça me paraît absolument vital. Voilà, c'est la première chose qu'on devrait apprendre aux gamins, c'est la première chose qu'on devrait, même je parle là de désir et d'envie, parce que le désir et l'envie c'est quelque chose de fondamental, de donner envie aux gosses de dire, ben voilà, moi je vais faire moi-même les choses, plutôt que de subir la technologie, ou de la recevoir comme un cadeau, et un cadeau toxique, empoisonné, enfin un pharmacone comme dit Stiegler, c'est-à-dire à la fois quelque chose de relativement toxique et empoisonné, et à la fois quelque chose qui sert de remède. Et
et c'est vrai que moi je me suis rendu compte que souvent quand je fais une critique technologique, ce que je critique finalement, c'est la façon dont les grands groupes de type GAFA nous amènent et nous vendent la technologie. Il y a une façon évidemment très belle de s'y approprier, tu en as parlé, c'est ce qu'on appelle la technique, quoi, donc le fait de faire directement plutôt que la technologie ce qu'on nous donne. Mais si tu veux, moi mon premier point critique, et ça c'est vachement important, c'est de dire, voilà, quelle est la petite économie affective ou émotionnelle qu'il y a derrière cette espèce de technophilie ou cette hurrah techno qu'on nous vend à longueur de pub, à longueur de journée, à longueur de sollicitation marketing. Et ça, j'avais travaillé là-dessus pas mal et je m'étais dit, bon, et je vous fais juste un petit chapitre là-dessus, en gardant en tête ce que tu dis, parce que ça me paraît super important, c'est de dire, bon, la première chose qui explique effectivement, parce que tant que vous ne comprenez pas l'économie de désir derrière quelque chose, c'est très difficile de l'interpréter. Première chose, c'est que la techno, et il faut le redire, elle vient outiller nos paresses. Alors vous allez me dire, ouais, d'accord, la voiture, l'escalator, etc. Oui, pendant très longtemps, elle est venue outiller nos paresses physiques. Mais aujourd'hui, elle vient outiller nos paresses cognitives. Voilà. On a passé un cap, on vient outiller la paresse de chercher à s'orienter tout seul en prenant un GPS, d'accord? La paresse d'essayer de traduire tout seul en prenant un outil de traduction. La paresse de chercher dans sa mémoire une information en prenant un moteur de recherche, etc. Donc il y a un outillage de la facilité, de la fluidité, de la paresse qui est extrêmement important. Et on a vraiment le sentiment, moi j'ai le sentiment au niveau de l'évolution anthropologique de l'homme, il y a un truc comme ça, une fois ça m'est venu, j'ai repensé à cette espèce d'image magnifique de Ghost in the Shell où vous voyez ce manga et ce film splendide, où on a l'héroïne qui est juste la tête et puis un bout de la colonne vertébrale avec les câbles, et puis c'est tout, et puis elle est suspendue comme ça, un câble. Et cette image elle est très belle parce que ça veut dire que l'être humain au fond se rapatrie dans son système nerveux central. Moi j'ai ce sentiment-là, c'est-à-dire qu'il y a une perte de la chair, il y a une perte du corps, ou en tout cas, on vient se concentrer sur le réseau de neurones, hein, du cerveau, et le système nerveux central, tous les nerfs qui sont autour. Et quand je joue aux jeux vidéo, ça me frappe tout le temps. En jeu vidéo, j'ai le sentiment qu'il n'y a que ça qui est activé. C'est pas mes muscles, c'est pas ma rapidité, c'est mon réseau nerveux, voilà, et c'est mon cerveau. Et cette espèce de façon de se dire, bon, ok, on a délaissé les muscles, on a délaissé la chair, maintenant on est en train de délaisser aussi les capacités cognitives, et on se rapatrie juste dans ce qui serait le plus spécifiquement humain, qui serait la créativité, tu vois. Et quand tu vois Michel Serres, il te dit, ouais, mais de toute façon c'est génial, parce que justement il va rester que ça, le plus intéressant chez l'homme, c'est qu'il est créatif. Oui, on est des purs esprits. Hein. Voilà, des purs esprits, et surtout des purs... Bon, c'est très beau et très optimiste, mais la vérité c'est qu'en fait, on est en train de dégrader énormément, encore une fois, la puissance personnelle, et les capacités toutes simples, comme mémoriser, comme s'orienter, comme hiérarchiser l'information, ben, on finit par les déléguer aux applis. Donc, premier point, la techno vient utiliser les paresses. Voilà. Deuxième point, la techno vient conjurer nos peurs. Ça, je suis convaincu de ce truc-là. Elle vient nous rassurer, voilà. Déjà, elle conjure une des peurs les plus fondamentales, c'est la peur d'être seul, c'est la solitude. Et elle la conjure par les réseaux sociaux, elle la conjure par le smartphone, elle la conjure par cette espèce de grande bulle régressive et infantilisante qui est plus jamais seul, on peut toujours être joint, on peut toujours joindre. Mena Sayag a fait un livre magnifique là-dessus avec Angélique Delray qui s'appelle Plus jamais seul. Vraiment, je vous le conseille, il est très beau d'un point de vue psychanalytique. Et il montre très bien ce phénomène où on va se refermer dans une bulle et on n'accepte plus cette espèce de coupure ontologique avec l'autre. Tu vois. Et lui dit un truc très beau, à un moment donné, il dit c'est un contresens absolu sur le désir parce que, au fond, par rapport à... Là, je pense à ma femme, je pense à mes enfants. Moi, quand je pars, je les appelle pas, j'ai pas le portable, ou en tout cas, je peux les avoir une fois par jour et rarement plus. Et il dit, c'est finalement dans cette absence que va monter la présence de l'autre. C'est dans le fait que je peux pas les joindre, que je suis pas dans un continuum de communication, que mon désir pour eux, mon envie d'eux, mon manque d'eux, ce que je pense d'eux, ce que je ressens d'eux, va monter en moi et se faire jour. Et le désir, il dit, c'est ça, quoi. Il dit, quand vous court-circuitez ce désir-là, ben, vous êtes dans une sorte de régression un peu infantile, vous êtes dans la fusion de la matrice, comme vous étiez fusionné avec votre mère, comme ça, et ça ne vous permet pas de réellement grandir. Donc, conjuration de cette peur d'être seul, et puis aussi, bien sûr, ce côté, conjuration de l'angoisse. Moi, je dis la technologie souvent, et on le voit dans la façon dont les gens utilisent le smartphone dans les transports en commun, c'est comme une eau, quoi, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est comme une eau, elle s'infiltre dans tous les interstices, comme ça, de nos vies, dans tous les temps morts, dans tous les moments où on ne sait pas quoi faire, où on s'ennuie, où on se sent mal, etc. Et bien tout d'un coup, on sort le smartphone, on sort l'ordi, et on fait monter comme ça nos petites applis, nos petits rapports au monde technologisés. Personne ne se sent visé, évidemment. Non, tu vois. Et ça, voilà, c'est une espèce de conjuration d'angoisse existentielle. Or, moi, je crois que ces moments d'ennui,
que ces moments où tu sais pas quoi faire, où tu attends, etc., sont précisément, en tout cas moi je peux vous dire en tant qu'écrivain, c'est les moments où la création monte, c'est les moments où j'ai des idées, c'est les moments où quelque chose se passe. Ces temps morts sont toujours des temps de vie en fait. Et en conjurant ces temps morts, généralement vous interdisez d'avoir cette rupture de pensée, ce changement comme ça noologique qui va vous permettre de créer ou de trouver quelque chose de neuf. Et puis dernier truc là-dessus, c'est que la techno, c'est une sorte de régie de contrôle, tu vois, c'est quelque chose qui va te permettre de filtrer ton environnement, de filtrer tes amis, de filtrer tes appels, qui va te permettre de gérer un peu tout ce qui arrive. Donc c'est une sorte de régie comme ça de contrôle du monde, et le smartphone, pourquoi on l'a tout le temps dans les mains, pour gérer comme ça ce monde autour de nous. Donc c'est vraiment une aide au contrôle et une simplification en plus de l'univers autour de nous. Et puis bon, grand truc, on l'a dit, bien sûr, c'est un empuissantement, c'est une capacitation, c'est une approche de pouvoir, un empouvoirment, ça c'est clair. Mais le dernier truc, et là on part, s'il y a un transhumaniste dans la salle, on va rigoler, parce que c'est vraiment ça, pour moi, qu'il y a derrière le transhumanisme, il y a une économie de désir vraiment très particulière, qui pour moi, l'antique désir d'être Dieu, c'est ce que j'appelle la pensée magique, qu'on a tous, hein, dès qu'on est enfant. Et dans cette pensée magique, ben, on aimerait que effectivement, ben, on souffre plus, on vieillisse plus, qu'on tue la mort, c'est-à-dire qu'on ne soit plus affronté aux conditions ontologiques de l'existence incarnée. Voilà, c'est une grande subversion, c'est très punk le transhumanisme en fait, c'est une grande subversion des conditions ontologiques de l'existence incarnée, c'est-à-dire qu'on veut être ici et ailleurs, on veut l'ubiquité, on veut ne plus mourir, on ne veut plus vieillir, on ne veut plus souffrir, etc. Et ça, bah, bien sûr, c'est le cœur même des récits mythiques, c'est le cœur d'énormément, en tout cas, de constructions littéraires et filmiques. Et c'est évident que ça nous attire, ça nous fascine, quoi. Donc, simplement, il faut à un moment donné se dire ok, je suis un être humain, est-ce que ça ne suffit pas, quoi, tu vois, est-ce que j'ai besoin de ça pour... Donc voilà, on a envie d'un monde qui nous obéit au doigt et à l'œil, à la voix, etc. Moi, j'aime beaucoup l'évolution des interfaces aussi, c'est super intéressant. Toi, c'était dit, je demande que quelqu'un m'obéisse au doigt et à l'œil, tu vois, tu te dis au doigt, ah ouais, le truc tactile, et à l'œil, ah ouais, l'écran, ouais, c'est ça, quoi. Puis en plus, maintenant, ils rajoutent à la voix, tu vois, parce qu'on est de plus en plus en reconnaissance vocale, et en fait, tout ça, c'est des pulsions, voilà, de démiurge, quoi, tu vois, on adore ça, c'est fascinant, le monde, maintenant c'est la pensée, les ondes EEG, etc. Donc voilà, donc c'est l'économie qu'il y a derrière. C'est en tout cas de désir, hein, j'appelle ça l'économie des désir. Bon, je pense qu'on va ouvrir un chapitre un tout petit peu après sur le transhumanisme et justement sur ce que... Alors, bon, Marc Roux n'est pas Raymond Kurzweil. Ouais, j'imagine, c'est très différent. C'est très différent. Kurzweil parle de godlike, hein, donc il parle effectivement d'homme-dieu. Bon. Revenons juste un tout petit peu sur ce que tu disais dans notre rapport de dépendance à la techno. Il y a aussi quelque chose qui est en train de monter, que les grands groupes appellent, ou que la presse appelle la digital detox. On a cette espèce de multiplication des séminaires ou de méditation, ouais, où pendant le temps d'un week-end, on a posé le portable et où on psalmodie des trucs qu'on comprend même pas, mais finalement, je veux pas ridiculiser du tout ça, hein, je veux vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est massif non, vraiment pas. C'est vraiment quelque chose qui est massif. Il y a même aujourd'hui des petits guides pour apprendre à méditer à ses enfants. Calme et sage comme une grenouille, je crois, s'appelle le bouquin, qui est un best-seller. Calme et attentif comme une grenouille. Où justement il y a un retour de l'attention, alors avec derrière aussi des philosophes ou des sociologues qui appuient tout ça, alors qui ne sont pas des gourous eux-mêmes, hein, mais Matthew Crawford aux États-Unis ou en Allemagne, on a Hartmut Rosa qui développe le concept de résonance. Est-ce qu'on n'est pas là aussi dans une sorte de retour de bâton qui nous ferait descendre sur Terre et connecter un peu comme dans Avatar à une sorte de nature mythique? Mais là-dessus, moi je regarde ça avec beaucoup d'empathie, parce que, encore une fois, on est la génération noyée, on n'a pas eu le temps de se construire par rapport à ça, et que arrivent les premiers linéaments d'un art de vivre technologique, vraiment, quoi, tu vois. Et cet art de vivre technologique, il va passer effectivement, un des aspects, ce sera la déconnexion, la capacité à se déconnecter à tel ou tel moment, sur des durées segmentées dans la journée, ou sur des durées longues, sur plusieurs semaines, etc. Et ça fait partie, effectivement, d'une espèce de salvation thérapeutique absolue, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on a passé un stade où on s'est plus rendu compte, c'est-à-dire que faut bien se dire que, aussi, le capitalisme actuel, c'est un capitalisme donc cognitif, comme on le dit, c'est-à-dire que
il fait sa fortune sur la captation de l'attention. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention, c'est quand même quelque chose d'absolument central. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le réseau, le cœur de l'activité de tous les sites qui vous hook comme ça, qui vous accrochent et qui vous sollicitent, c'est de capter votre attention. C'est comment capter l'attention d'utilisateurs, d'internautes, alors même qu'il y a des milliards de sollicitations. Comment réussir à la capter, à la retenir, ne serait-ce que quelques secondes, pour réussir à créer un acte d'achat, ou actionner un like, ou faire utiliser un service, etc. Et ça, cette captation frénétique, complètement atroce, complètement furieuse de l'attention, ça crée des maladies psychologiques et moi je trouve voilà, des maladies comportementales super graves. Donc par rapport à ça, bah, oui, il faut se construire un art de vivre, des protections, etc. Et donc que ça existe, ces stages de déconnexion, moi ça me paraît pas du tout bidon, tu vois, ni inutile. Simplement aujourd'hui, bon bah voilà, c'est fait de façon un peu grossière, un peu, parce qu'on cherche, quoi, tu vois, on est tous là à chercher, à galérer. Les gens sentent bien et comprennent bien que ça va pas, et qui sont en burn-out, et qui sont, putain, t'es là, t'es en sursollicité, donc à un moment donné, il faut capable de décrocher. Donc ouais, moi ça me paraît très positif. Je voulais d'ailleurs à ce propos citer... Mais moi, je suis là-dessus. Moi je pense qu'on va arriver très vite à des sortes d'approches, et je comprends pas que c'est pas encore low-tech ou no-tech même, tu vois. C'est-à-dire des gens qui vont dire, bon, on arrête tout, ou on réduit, tu vois, l'idée à la Pierre Rabhi, j'ai envie de dire, il manque un Pierre Rabhi de la technologie, quelqu'un qui te dit, bah voilà, on va vers la sobriété heureuse dans l'utilisation des technologies. On utilise la techno, mais juste ce qu'il faut pour maximiser notre plaisir, notre présence au monde, notre écoute du monde, pour éviter que les réseaux sociaux finissent par être une conjuration du rapport aux autres plutôt que d'être un outil pour développer le rapport aux autres, etc. Tu vois, parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux, hein. Ça a fonctionné presque dans la schizophrénie, on en parlait, mais comme une conjuration du vrai rapport à l'altérité, du vrai rapport à des gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne réfléchissent pas comme nous, et on se crée ces phénomènes de bulles, de filtres de bulles, comme ils appellent sur Facebook, où finalement tu ne communiques qu'avec les gens qui pensent comme toi, etc. Or, le vrai rapport humain, le rapport humain qui t'évaste, qui te rend plus grand, qui augmente ta surface de perception, c'est un rapport avec des gens qui pensent pas comme toi, qui sont pas comme toi, qui viennent pas du même milieu, qui n'ont pas la même culture, et c'est ça qui va te rendre plus grand, quoi, tu vois. Et ça, les réseaux sociaux conjurent ça plutôt qu'ils n'augmentent. Si je me faisais l'avocat du diable, je dirais qu'au contraire, on est en capacité de rencontrer des gens qui ne nous ressemblent pas. Ouais, ça arrive, non, ça arrive. Mais après, si tu veux, il y a un phénomène toujours dans l'effet de fatigue, l'effet de confort, l'effet de facilité, de fluidité, qui fait que progressivement, tu refermes ton techno-cocon et ta bulle autour de ton réseau affinitaire, autour des gens qui pensent comme toi. Tu vois, l'élection de Trump a été extraordinaire là-dessus, où les mecs, on s'est rendu compte, bah oui, ils sont dans des bulles de pensée affinitaires sur lesquelles tu peux faire tous les fact-checking que tu veux, tu peux expliciter 25 000 fois que Trump dit de la merde et des bullshit absolus et des mensonges colossaux, peu importe, parce que dans la bulle affinitaire dans laquelle ils sont, de toute façon, ils considèrent que Trump a raison, quoi, tu vois, et t'as plus accès à ça, quoi, tu vois. Et nous-mêmes, on a été surpris parce qu'on n'a aucun ami sur nos pages Facebook. Bien sûr, et donc tu peux pas comprendre. Trumpiens. Ben ouais, voilà, tu peux pas comprendre. Tu disais dans une interview qu'on avait faite de toi aussi, on crée davantage de puissance, je relève cette phrase, c'est pour ça que je pianote sur mon téléphone, c'est pas du tout pour il s'emmerde en fait. Ouais, en fait, je me fais un peu chier, bon, je connais un peu d'Amazon. Non, ce serait pas vrai. En fait, c'est parce que comme je suis quelqu'un d'un peu paresseux, j'ai pas noté la phrase sur mon cahier, j'ai pris une capture d'écran. Tu disais, on crée davantage de puissance assise dans un café de Cambrousse, qui a 1642 likers sur un compte Facebook, ou même à 10 000 sur une pétition mondiale Havas. C'est pas tant sur Facebook que je voulais pointer la question, mais sur Havas et sur le fameux phénomène un peu des civic tech, qui là encore monte d'autant plus qu'on est dans une grande période électorale, que ce soit aux États-Unis récemment ou maintenant en France, avec cette capacité à multiplier les mobilisations citoyennes. Est-ce que c'est quelque chose que tu rejettes ou est-ce que c'est quelque chose... Non, je pense que c'est... Je sais que t'as beau ne pas avoir de téléphone portable, t'es comme... Non, mais les Havas, je l'ai fait, j'en fais beaucoup. T'as signé mais Change, si tu veux... c'est très intéressant parce que... C'est fake, c'est du vent. Non, mais c'est la question d'engagement. Qu'est-ce que j'engage quand je clique pour liker ou même quand je sors ma carte bleue pour soutenir telle ou telle campagne? J'engage souvent 30 secondes de mon temps, quoi, tu vois. J'engage un temps d'attention, une lecture et parfois un acte de soutien financier qui de toute façon pour moi est complètement abstrait parce que c'est 20 € qui partent, tu vois, de mon compte vers quelque part. Ça n'a strictement rien à voir avec se réunir avec ne serait-ce que 5 personnes pour bâtir un projet comme on l'a fait sur Zanzibar, tu vois, qui est un collectif d'auteurs de SF. Qui est sur Internet. Qui est sur Internet, mais très peu, qui est beaucoup plus en vrai. C'est-à-dire que
si le corps n'est pas engagé, moi je considère qu'il manque vraiment quelque chose. Voilà. Et je pense que quand j'engage juste un clic, j'engage très peu de choses de moi-même, et du coup, ça ne crée pas une mémoire, ça ne crée pas une expérience, ça ne crée pas quelque chose qui reste en moi, quoi, tu vois. Moi je me dis toujours, est-ce que ça forme mémoire? Voilà. Est-ce que quelque chose forme mémoire? C'est pareil sur les films, c'est pareil sur les livres. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce livre? Qu'est-ce que j'ai retenu de ce film? Est-ce que ça crée au fond de moi comme une scène que je garde, comme si je l'avais vécu, tu vois? Les grands films, c'est des scènes que tu as l'impression d'avoir totalement vécues, au même titre que ce que qu'on vit là, ou ce qu'on vit dans des moments très forts. Et sur Internet, bah, y a ce côté dématérialisé, immatériel, absolu. Et on fait semblant en plus de croire que c'est la même chose. Moi, tu vois, sur les réseaux sociaux, pareil, juste un petit mot sur l'oubli du corps, mais tu vois, quand on parle du... C'est un des aspects, moi, qui me fait toujours hurler sur le transhumanisme, c'est... américain, je parle, le transhumanisme américain, c'est... Le corps, ils appellent ça la viande, quoi, tu vois. Il y a des très belles choses en phénoménologie, on parle de la chair c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui reçoit le monde, qui est tactile, qui peut... Et puis eux, pour eux, il y a juste le système nerveux central, et à côté, tu as de la viande, quoi. Et la viande, un amas de molécules, en fait. Ouais. C'est-à-dire que pour eux, c'est une matière morte, quoi, tu vois. Et ça veut simplement dire que leur corps est mort, quoi, tu vois. C'est qu'eux, ils comprennent pas qu'il y a effectivement un corps qui a un rapport au monde, et que ce rapport au monde, c'est même lui, généralement, qui te rend intelligent, plus que ton système nerveux central. Enfin, moi, je suis convaincu que c'est entre le lien entre le corps et l'esprit, quoi. C'est-à-dire que c'est cette espèce d'interaction entre des éléments très charnels, très corporels, et le système nerveux central, c'est là que se crée l'intelligence humaine et la créativité. Dès que tu dis le corps c'est de la viande, et puis vraiment ce qui va créer, c'est simplement le réseau informatif qui est ton cerveau, tu fais un contresens absolu sur l'espèce humaine, quoi. Et du coup, bah, tu rentres dans l'immatériel, c'est-à-dire tu considères que le flux d'informations qui est dans ton cerveau, finalement, il peut être un analogon du flux informatique qu'il y a sur les réseaux. Et puis tu fais croire aux gens que voilà, on peut créer un cerveau artificiel, qu'on peut mémoriser artificiellement, etc. Ce qui est totalement aberrant d'un point de vue ontologie, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a une perte au niveau de la matérialité, de la corporéité des choses, et on oublie qu'on est d'abord des animaux, un corps physique, et que c'est très beau d'être des animaux, quoi, tu vois. De ce point de vue-là, Matthew Crawford, qu'on a interviewé récemment, nous disait, qui a écrit Éloge du carburateur et Contact, pour reprendre un peu justement Contact avec la réalité, assimilait ça, et je voulais avoir un peu ton sentiment là-dessus, il assimilait cette espèce de haine du corps et cette haine de la limite avec un... Il était très prudent quand il le disait, parce que j'avais l'impression qu'il le découvrait en même temps qu'il me le disait, mais que c'était à mettre en lien avec tout le mouvement sur le genre, le fait de changer de sexe un petit peu comme on veut. Il y a même des cliniques en Asie qui permettent de changer de sexe, ne serait-ce que momentanément. Un mois ou deux, on devient une femme ou un homme quand on est une femme à l'origine. Cette espèce de refus de la question genrée et donc de la nature. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui a un lien avec ce refus de ce qui nous est donné au point de départ, et donc d'être à nouveau nous-mêmes des hommes-dieux, puisque nous refusons la puissance tutélaire? Ouais, on est vraiment pour moi, dans cette économie de désir-là, ouais, clairement, avec cette idée que tout peut être... C'est qui est très californien aussi. Ouais. Et puis cette idée que tout peut être absolument culturel. C'est-à-dire que la culture, finalement, est totipotente, archi-dominante, et que la nature, finalement, c'est juste quelque chose qui peut être éliminé. Moi, c'est vrai que j'ai un côté très ancré là-dessus. J'ai envie de dire très naturaliste. Je crois à l'existence, effectivement, d'une nature qui est forte, qui est très présente, et qu'on s'en débarrasse pas du tout comme ça. Et donc, ça me fait assez sourire. Mais si tu veux, effectivement, il y a un champ analogique entre ce côté dématérialisation, ce côté transhumaniste, ce côté système informatique équivalent à un cerveau humain, tu vois. Ce côté, finalement, le genre, tu vois, c'est pas si ancré que ça, et c'est qu'un phénomène culturel, tu vois. Et donc, si c'est qu'un phénomène culturel, effectivement, on peut le retourner, tu vois, on peut le changer, on peut l'altérer, on peut... Est-ce qu'on n'est pas un peu réac quand on dit ça? Ouais, bien sûr, mais ça passe... Moi, des fois, je me fais insulter par les féministes, etc., parce que ils considèrent qu'effectivement, c'est réac d'avoir un ancrage naturel, etc. Mais, bon, voilà, après, encore une fois, c'est des intuitions, quoi, tu vois. Moi, c'est mon intuition profonde, ouais, je crois à la corporité. Ouais, alors, avant de vous donner la parole, j'ai une petite question sur quand même un peu les... Parce que là, on a fait un constat assez black, assez dark de la question. Comment on fait, je vais dire, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que c'est une question de morale individuelle? Est-ce que c'est une question qui est beaucoup plus politique? Tu parlais d'éducation tout à l'heure.
Tes personnages sont eux-mêmes quand même des gros résistants. Alors certains composent un peu avec le système, d'autres sont plus radicaux. Toi-même, dans ta morale personnelle, tu nous fais un peu penser à un Jacques Ellul qui mettait en conformité sa pensée antitechniciste avec ses actes personnels. Ouais, Ne pas avoir de... Comment, voilà, il y a tout un pan comme ça de la solution. Ce serait quoi lutter contre le solutionnisme technologique à la Morozov, c'est quoi comme autre type de solution? Non, mais les solutions, elles sont là. Après, c'est toujours pareil, elles sont encore minoritaires, mais la solution numéro un, c'est le hacking, quoi. La solution numéro un, c'est d'employer la technologie comme une technique. D'ouvrir le capot. Ouais, d'ouvrir le capot de la machine, quoi, tu vois. C'est-à-dire que... Et encore une fois, pour moi, il y a un premier acte éthique. Voilà, éthique, on va essayer d'être super simple. Art de vivre technologique, pour moi, une sorte d'éthique épicurienne de la techno. Une techno m'arrive, je me pose la question simplement, ok, elle accroît mon pouvoir, ça c'est certain, elle est construite pour ça. Est-ce qu'elle accroît ma puissance? Il y a énormément de techno qui accroissent aussi ma puissance, qui accroissent et mon pouvoir et ma puissance, qui me permettent de persévérer dans mon être, qui me permettent de développer des facultés personnelles, qui me permettent de penser, de créer, de voir des amis, de toi-même, rencontrer des gens. À l'origine de plusieurs jeux vidéo. Bien sûr, il y a des jeux vidéo extraordinaires qui développent un imaginaire très fort, etc. Donc, pour moi, c'est la première question. Voilà. Est-ce que ça accroît mon pouvoir? D'accord. Est-ce que ça accroît ma puissance? Et si ça réduit ma puissance, si ça la restreint, ça va m'affecter de tristesse. C'est ce que dit, c'est des très beaux termes de Spinoza, quoi. Tu vois, qu'est-ce que c'est la tristesse? C'est une réduction de ta puissance, quoi. Et la joie, c'est un accroissement de ta puissance. Donc, être très conscient là-dessus, une appli arrive, une technologie arrive, le portable, le GPS, les technos pour courir, tu vois, d'avoir voilà, les objets connectés, la montre connectée. Tiens, la montre connectée arrive, prélève sur moi des informations de santé. En quoi ça accroît ma puissance? Qu'est-ce que ça me permet de faire? Parce que tu payes moins cher ta mutuelle. Donc, tu te poses déjà cette question. Ensuite, tu te poses une deuxième question qui est corrélée pour moi. Encore une fois, c'est est-ce que ça m'ouvre un nouveau rapport au monde ou est-ce que ça me ferme dans un technococon, tu vois? Est-ce que, en déléguant, en externalisant vers la machine, en faisant faire à la machine, est-ce que je me ferme un rapport au monde? Tu vois? Quand je dis rapport au monde, c'est rapport à l'environnement, à la nature, aux gens, à la ville, à l'environnement proche, etc. Tu vois? Donc deuxième question, et c'est intéressant, tu vois, et c'est pas si simple, tu vois, à la porter. Moi, j'ai refusé le portable parce que, pour moi, personnellement, Alain Damasio, et je ne fais aucune leçon à quiconque là-dessus, ça me ferme un rapport au monde. Voilà. Le simple fait d'avoir le portable là, de devoir regarder le machin, je ne suis pas présent aux gens, je ne suis pas présent au paysage dans le train, je ne suis pas présent à mes pensées, je suis à moitié présent aux choses. Et j'ai besoin d'être complètement présent aux choses pour que quelque chose se passe. Voilà. Donc moi, ça me ferme une forme de rapport au monde, donc je préfère... Et en même temps, tu vois, ça pourrait m'ouvrir plein de choses, tu vois, je pourrais appeler des copains, des machins. Tant pis, je me ferme une partie du truc, mais je m'ouvre quelque chose qui pour moi est plus important. Donc ça, c'est le deuxième truc. Ensuite, troisième truc, moi je dirais, troisième question, ce serait, est-ce que, et c'est corrélé encore, est-ce que ça me coupe, j'adore cette phrase de Nietzsche, l'homme actif est l'homme qui va au bout de ce qu'il peut, et l'homme réactif est l'homme qui est coupé de ce qu'il peut. Est-ce que ça me coupe de ce que je peux, mais surtout, est-ce que ça me délie, est-ce que ça coupe les liens, tu vois? Est-ce que, et je crois que dans la schizophrénie technologique aujourd'hui, il y a un effet de segmentation très fort, on est fragmenté en énormément de petits mouvements technologiques, de petites sollicitations, qui fragmentent complètement l'attention, qui fragmentent complètement la présence au monde, et qui ne me permettent pas de me lier à l'intérieur. Et ce lien intérieur, Ben Lassalle en parle vachement bien, dit c'est pas tout d'être lié au monde et d'être lié aux autres, il faut être lié à soi-même, tu vois. Et donc poser la question, est-ce que ça me permet de mieux me lier à moi-même ou pas? Déjà ces trois questions, c'est super important. Après, le truc c'est, on ouvre le capot, c'est-à-dire dès qu'on peut, on apprend à se servir. Une imprimante 3D, on apprend à s'en servir, on apprend à se servir de l'informatique. Quand on parle du contrôle, par exemple, des technologies, de dire, tu vas sur contrôle-tes-données.net, tu apprends à utiliser Firefox, tu apprends à crypter tes mails, tu apprends à aller sur DuckDuckGo, parce que c'est un moteur de recherche qui n'est pas traçable, tu apprends des choses, tu vois, tu essayes d'utiliser, tu essayes de voir ce que tu peux faire. Voilà. Et là, tout d'un coup, la technologie, elle devient quelque chose de beau, parce qu'elle devient un outil qui me déploie moi, quoi, tu vois, qui m'aide moi à me déployer, tu vois. Donc il faut que la technologie m'outille, qu'elle ne me remplace pas, quoi. Sinon je reste un individu. Et après, moi je reste sur cette idée que l'homme a en lui absolument tout ce dont il a besoin pour une vie intense, pour une vie pleine, pour une vie féconde, pour une vie extrêmement riche. On a toutes les qualités, toutes les facultés. On a ce miracle dont parle Bergson, qui est que cette boule effectivement de neurones, avec ses 100 milliards de neurones et ses 10 000 synapses par neurone, cette boule-là, cette masse d'incertitude, comme dit Bergson, c'est le miracle de la matière, c'est la matière qui a créé quelque chose qui échappe à la matière. La matière a créé un truc qui est pourtant matériel, mais qui lui échappe complètement,
parce qu'il est capable d'imprévisibilité, d'incertitude, de faire des choses intempestives, folles, nouvelles, créatives, et elle nous connecte à une forme de dehors. Et ça, cette espèce de conscience de ça, je vais te dire, t'élimines 3/4 des technologies parasites avec juste cette sensation-là, quoi, tu vois. En revenant en te recentrant sur ce que peut l'homme, et tu te dis, waouh, putain, mais quand même, on a une chance extraordinaire. Moi, j'ai toujours été sidéré par le fait d'être vivant, le don d'être vivant, je trouve ça magique, absolument fou de pouvoir penser, réfléchir, je trouve ça complètement dingue, voilà, c'est pouvoir éprouver, je trouve ça absolument dingue. Regarder une toile, éprouver le vent sur ma peau, des choses absolument toutes simples, et je suis très loin d'avoir été au bout de ça, d'avoir été au bout des facultés d'écoute, de contemplation. Donc moi je dis, accroître la surface sensible, accroître, voilà ce que Spinoza appelait la capacité à être affecté, voilà. Si un jour je suis affecté par quelque chose, je me dis, putain, ma journée n'a pas été gâchée, quoi. Et très souvent, tu le vois dans le Technococon, tu n'arrives plus à être affecté par quelque chose. Quand je dis affecté, c'est faire une rencontre, et comme dit Deleuze, tu rencontres une heure de la journée, une forme de lumière, un rocher, tu rencontres un tableau, tu rencontres un film, tu rencontres un livre, tu rencontres une nouvelle personne. La rencontre, c'est quelque chose de très vaste, mais quand la rencontre a réellement lieu, tu deviens, dans ton petit volume intérieur, qui est relativement limité, il prend un petit décimètre cube de plus, tu es un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus vaste, un tout petit peu plus volumineux, parce qu'une rencontre vient d'avoir lieu et elle t'a agrandi de ce moment-là, tu vois. Et ça, la techno peut servir à ça à certains moments, mais le plus souvent, elle ferme ce type à mon sens, d'accroissement de soi, voilà, et donc, voilà, quand elle m'aide à faire ça, je trouve que la techno est géniale. Et par exemple, les technos de création musicale, les technos de création sonore, moi j'ai beaucoup fait de création radiophonique, bah, c'est génial, ouais. Les technos qui permettent à n'importe qui maintenant de filmer pour très peu de trucs, bah oui, ça accroît quelque chose en toi. Donc tout ça est fabuleux, voilà, mais voilà, se poser les bonnes questions, mais encore une fois, voilà, on est la génération noyée, puis on essaye de se jeter les petites planches et puis de se dresser dessus, hein, en espérant y voir un peu plus loin que la vague suivante, quoi, voilà. À propos de parasitage par la techno, on a un étrange retour là. Je ne sais pas à qui je dois m'adresser, il y a des gens qui parlent, hein. Une sorte de dieu qui chuchote comme des espèces de fantômes. Voilà, je me permets de faire cette petite remarque. Est-ce que vous avez des questions là-bas? Un micro va-t-il être... Oui, tout à fait. Il va vous arriver. Ça ne vous ennuie pas, je ne vais pas poser une question. J'espère que je ne vais pas être trop longue. Hein. Je sais quels sont parfois les travers des intervenants. Non, écoutez, je vais être un peu offensive, mais je vous trouve ambigu entre à la fois, je ne vais pas dire l'apologie de la technologie, enfin disons une certaine défense, et puis une critique. Alors, déjà vous dites, effectivement, il faut essayer de s'en emparer, de se les approprier. Mais ça demande beaucoup de temps. Je pense que les gens qui pourront le faire, les hackers, etc., souvent, ils y passent vraiment beaucoup de temps. Hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, ça va créer certainement, disons, une catégorie de personnes qui vont être encore un peu des dominants, entre guillemets, qui auront, eux, ce pouvoir justement de s'approprier cette technologie quand même complexe, et puis il y aura ma foi tous les autres, un peu comme dans le capitalisme où on a des dominés et des dominants. Donc je trouve que c'est ambigu. D'ailleurs, j'ai aussi cette impression de Monsieur Stigler, hein, voilà, donc je vais chercher à savoir si c'est moi qui me trompe ou si... bon. Et puis, je voulais alors là, plus gentiment, donc j'ai pas de questions, mais par rapport au féminisme dont vous aviez parlé tout à l'heure, ou alors, si la question ce serait, éclairez-moi sur ce que je viens de dire, justement, si vous pouvez résoudre cette ambiguïté que je vous reconnais un peu. Voilà. Donc, j'ai lu récemment un article d'une féministe américaine. C'était un article sur la soi-disant égalité homme-femme aux États-Unis, hein, qui en fait est bien loin d'être gagnée. Et cette féministe américaine disait, c'est Caroline Burke, les likes et les clics ont remplacé l'activisme et les manifestations de rue des générations précédentes. La communication s'est substituée à une démarche politique collective. Voilà. Donc, si vous voulez, peut-être que le côté qui manque un petit peu, c'est cette critique sociale
qu'on peut faire quand même sur les nouvelles technologies, si effectivement les réseaux sociaux, ça permet aussi de pouvoir partager certaines choses, mais il faut quand même bien penser que ça s'ancre dans le capitalisme. Et à ce propos, je voudrais signaler 2 sites que peut-être certains ne connaissent pas, mais qui sont dans une critique approfondie quand même de ces nouvelles technologies. C'est Oblomov, hein, comme le héros russe, et Pièces et main-d'œuvre, qui a fait un article qui s'appelle « Web et capitalisme ». Voilà, j'ai fini. Vous êtes vous-même de Pièces et main-d'œuvre? Pardon? Non, parce qu'il y a souvent des gens qui sont de Pièces et main-d'œuvre dans les... Alors, si tu veux, moi je revendique complètement cette ambiguïté. De toute façon, comme je l'ai dit au départ, je considère que tu ne peux pas être un être humain, tu ne peux pas t'hominiser ni même t'humaniser en dehors d'un passage et d'un empoignade de la technologie. Aujourd'hui, aucun adolescent ne peut se construire sans les réseaux sociaux, sans les jeux vidéo, sans affronter à un moment donné le smartphone et ce qu'il peut. Donc ça sert à rien d'essayer de s'abstraire de ça. C'est comme aujourd'hui de dire voilà, je suis contre le capitalisme. Oui, oui, on est tous contre le capitalisme. Moi le premier, mais on est tout contre. C'est ça le problème. Et qu'on vit à l'intérieur de ce capitalisme et qu'il faut se battre contre lui à l'intérieur même de ce système. Et c'est pareil pour la technologie. Moi je crois que je suis très clair dans ce que je dis là-dessus. Quand tu parles effectivement de la communication et des likes et des clics et si tu veux, des pétitions en ligne à la place de l'action politique, bien sûr, si tu veux. Pour moi, rien ne remplace le fait d'être dans la rue ensemble à faire quelque chose, ou d'être dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ensemble à voir des gens et à essayer de construire des cabanes. J'y suis allé il y a 3 semaines et j'ai trouvé ça effectivement fabuleux. Voilà, donc Non, je ne me situe pas du tout par rapport à Notre-Dame-des-Landes. Non, mais oui, je sais bien. Mais voilà, en tout cas, je veux dire, tu peux pas t'abstraire de la présence du corps. Rien ne sera jamais supérieur à la présence corporelle. Même une conférence. Moi, je dis des fois aux gens, vous êtes sur une conférence, vous êtes là à m'écouter, à dire... Voilà, alors, ouais, tout à fait, on est d'accord. Je suis désolé, mais comme on est capté, on va pas entendre ce que vous dites hors micro. On établit quand même une vérité. Oui, c'est ce que je... Non, mais on est complètement d'accord là-dessus. Si tu veux, mais simplement de dire, la vérité, et j'abonde complètement dans ce que tu dis, c'est que par exemple, tu fais une conférence là, et là, elle est filmée. Tu la regardes la même conférence sur Internet, tu dis c'est pareil, j'ai la voix, j'ai l'image, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir, tu vois. La présence physique ici, je suis sûr qu'un jour on découvrira qu'il y a de l'énergie qui est balancée de vous vers moi, de moi vers vous, qu'il y a une chaleur, il y a une odeur, il y a quelque chose qui se passe, quoi, tu vois, et qui est bien super. Sinon, le spectacle vivant, il serait mort depuis très longtemps, quoi, tu vois. Voilà. Donc ça, tu le remplaceras jamais. Et c'est l'illusion que te donnent les GAFA, de te dire, mais finalement, tout ça est équivalent. L'ersatz, c'est équivalent à l'original. Non, bien sûr, non, tu vois. Non, ça, je suis d'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions alors, devant, vous êtes au premier rang, donc vous avez la primeur. On va vous donner un micro. Un micro au premier rang. Ah, mais il y a notre... Bon, non, mais je te donne la parole après, Marc. Ouais. Il faut que ça circule un petit peu. Hop, okay. Voilà. Madame, c'est à vous. Alors moi, c'est deux petites questions qui seront très courtes. Vous nous avez parlé de jeux vidéo qui développent les facultés cognitives et l'imagination créatrice. Donc, est-ce que vous pourriez en citer un ou deux? Parce que moi, je ne connais pas du tout. Voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est, moi, je reviens un petit peu au titre de ce soir. Pourquoi a-t-on peur de ne pas être des machines? Est-ce que vous pourriez un petit peu aussi parler de ça? D'accord, voilà, merci. C'est pas mal de répondre à la question. Non, mais par expérience... Surtout que j'avais préparé une réponse, oui, ce qui est quand même incroyable. Il y a toujours quelqu'un qui dit qu'on n'a pas répondu à la question. Vous avez pas raison, on est un peu parti comme ça. Bon, alors pourquoi on a peur Bon, ouais, non, mais je réponds juste sur les jeux vidéo. Sur les jeux vidéo. Ouais, très simplement. Les jeux vidéo, c'est un empire extrêmement vaste. Il faut savoir qu'il y a plus de 700 à 800 jeux qui sortent mondialement par an. Je parle des jeux de vraiment d'une taille, je parle même pas des applis, hein. Je parle des jeux vidéo jouables sur console. Donc si tu veux, ça va être difficile à répondre comme ça. Tout simplement, je te donnerai par exemple 2 jeux qui sont magnifiques, un qui s'appelle Journey et l'autre qui s'appelle Flowers, qui sont 2 jeux extrêmement poétiques, voilà, qui avec un gameplay fantastiquement intuitif. Flowers, c'est tu joues le vent et tu es le vent. Et tu collectes comme ça des fleurs en passant sur des champs, etc. Tu vois. Mon Journey, ça se passe dans un désert, etc. C'est tout un autre truc. Mais si tu veux, voilà, moi j'ai créé j'ai participé à 2 jeux aussi dans ma boîte de jeux vidéo qui s'appelle Remember Me, qui est un jeu d'anticipation, j'ai envie de dire politique, 2084, Paris, où on réfléchit justement aux technologies intrusives, à la façon dont on peut manipuler les mémoires qui sont digitalisées. Donc c'est des jeux qui, à mon sens, font réfléchir, quoi, en tout cas politiquement, et t'obligent à t'interroger éthiquement aussi sur ce que ça veut dire
digitaliser une mémoire. Donc voilà, tu as énormément de jeux qui soit t'apportent en termes, j'ai envie de dire, émotionnels, affectifs, au même titre qu'un film, soit t'entraînent à mémoriser des espaces. Par exemple, il y a plein de jeux qui t'entraînent, qui te développent une capacité à mémoriser dans l'espace les choses qui sont hallucinantes, tu vois. Donc, la critique globale du jeu vidéo est tout aussi absurde que la critique globale du cinéma. C'est-à-dire les gens qui disent ouais, les jeux vidéo c'est de la merde, machin, j'ai envie de leur dire, mais attendez, c'est comme si tu me disais le cinéma c'est de la merde. Non, le cinéma t'as des merdes, t'as des blockbusters qui sont pourris, t'as des petits films qui sont pourris, t'as des grands films qui sont géniaux, t'as de tout, quoi, tu vois. Est-ce que ça va pas un tout petit peu à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure sur la neutralité de la technologie et la bonne, la mauvaise? Non. Alors après, il faut être précis. C'est-à-dire que sur les jeux vidéo, la différence avec le cinéma, c'est que le jeu vidéo a été construit sur une centralité qui est le joueur doit s'amuser. C'est un jeu, tu vois. Le joueur doit s'amuser, d'accord? Donc, ça peut limiter, si tu veux, et ça je m'en suis rendu compte quand j'ai fait Remember Me, ça peut limiter la puissance, la profondeur et la valeur des contenus politiques, spéculatifs, réflexifs que tu peux amener dans un jeu. Parce qu'à un moment donné, il y a la personne empoigne la poignette, elle a envie de jouer, tu vois. Mais par le jeu, tu peux lui amener énormément de choses. Mais tu vas être limité, et moi j'avais été limité, notamment sur les contenus qu'on pouvait amener. Donc, encore une fois, c'est pas neutre du tout, hein, tu vois, et ça, il faut le rappeler, quoi, voilà. Donc c'était construit sur l'idée qu'il faut jouer. Mais à travers le jeu, je veux dire, les enfants jouent, les enfants développent énormément de capacités cognitives en jouant. Ma fille a 9 ans, elle fait que jouer, et c'est comme ça qu'elle se déploie, quoi, tu vois, donc faut pas non plus condamner ça. Après, sur la question, pourquoi moi j'adore cette question, hein, pourquoi on a peur de ne pas être des machines. Alors j'ai essayé de faire je vous fais ma réponse, parce que je l'avais préparée, tu vois, donc j'ai bossé hein, quand même, c'est incroyable. Je sais même plus où j'ai mis ça. Alors, pourquoi on a peur de ne pas être des machines? Est-ce qu'il y aurait une sorte de caractère rassurant à en devenir? Ouais, alors, je vais répondre comme ça à l'arrache, mais rapidement. Je crois que la première raison, c'est que dans le système techno-capitaliste qui est archi-dominant et dans lequel on vit, on nous demande d'être performant, tu vois. Et la machine est l'incarnation de cette performance au sens où elle est normalement fondée sur l'instantanéité de la réponse, elle est fondée sur des mécanismes de fiabilité, de continuité de service, etc. Donc si on était des machines, ça veut dire on serait 24/7, on bosserait 24 heures sur 24, on serait fiable, on ferait en tout cas assez peu d'erreurs, en tout cas on aurait une continuité de réaction et de performance qui serait précieuse pour l'employabilité, pour la réponse au système. Donc il y a une sorte d'injection comme ça, si tu veux, à être solide et qui s'oppose à une qualité fabuleuse qui est la vulnérabilité, qui est la fragilité, qui est la sensibilité, qui fait partie des grosses qualités humaines. Moi j'adore ce mot de vulnérabilité, je trouve que c'est quelque chose de très beau en fait. Et devenir une machine, bah, ça serait échapper à cette idée de vulnérabilité. Et qu'est-ce que c'est confortable à des moments de ne plus être vulnérable, de ne plus être fragile, de ne plus pouvoir être touché. La deuxième raison, moi je pense qu'on aimerait bien être des machines parce que ça nous éviterait d'assumer d'être libres. Et ça, c'est quand même une très grosse difficulté aujourd'hui. On est dans un monde qui génère énormément de choix. On a parlé de l'économie de l'attention, c'est-à-dire qu'on nous sollicite sur énormément de possibilités en permanence. Ne serait-ce qu'à Paris, vous êtes constamment sollicité en disant mais quel film je vais voir, quelle pièce de théâtre, quelle expo. C'est moi une phrase de provincial de dire ça. Ouais, c'est vrai. Mais je peux te dire que c'est vrai quand tu vis à Marseille. Mais si tu veux, même en parlant pas de ça, en allant juste sur le réseau, tu as l'infinité des choix en permanence devant toi. Plus les choix sont maximisés, plus l'anxiété liée au fait de choisir est forte, et plus tu aimerais que des gens choisissent à ta place. Et l'espèce de pulsion vers les algorithmes, il y avait un très bel article comme ça qui disait finalement le lien entre le démagogue et l'algorithme, c'est que toutes les deux te promettent qu'on va pouvoir choisir à ta place et on va te soulager du poids de devoir choisir, quoi, tu vois. Et devenir des machines, c'est avoir cette possibilité de ne plus avoir à être libre et assumer l'angoisse existentielle de l'être, quoi, tu vois. Après, je dirais qu'il y a aussi le fait on n'a plus à assumer notre part créative quand on est machine, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le routinier, dans le répétitif, dans le déjà fait, déjà vu. On peut s'inscrire dans nos fatigues, et puis on est là, on clique, on répond, on interagit, on clique, on répond. Et qu'est-ce que c'est reposant, quoi. Tu vois, moi je le vois dans mes fins de journée, tu vois, quand j'ai fini, j'ai couché les gamins, je me mets sur Internet, je suis là à scroller comme un débile, j'arrive en bas de page et je suis soumis à ce qu'ils appellent le design de la dépendance, c'est-à-dire qu'ils construisent des pages web de telle façon que à la fin, quand tu es bien fatigué, tu vas cliquer sur les 20 plus belles femmes de footballeurs et des trucs comme ça, tu vois. Et je suis comme tous les cons, je fais exactement ça. Et je sens très bien que je suis qu'une machine là, tu vois, je suis qu'une machine pulsive, pulsionnelle, qu'on active intelligemment par un design
complètement pervers et bien foutu, et il y a des gens qui bossent là-dessus, hein. Il y a Tristan Harris qui a fait un article, qui est l'ancien designer comme ça de Google sur ces trucs-là, qui a fait un très bel article sur le design de l'indépendance, je vous conseille. Il culpabilise beaucoup lui. Hein. Ouais, c'est dans Internet Actu, Internet Actu c'est vraiment à lire, c'est génial. Et voilà, donc ça, se répéter, être routinier, ne faire que réagir à un stimuli, être dans ces grandes chaînes stimuli-réaction, c'est ça être une machine pour moi, et ça c'est supra-reposant, voilà. Et je pense qu'on a tous envie à un moment donné d'être purement machinique, de cliquer quand on nous sollicite. Il y a une notification Facebook, on y répond. Il y a un mail, on va voir le mail, on y répond. Il y a une publicité intéressante avec une jolie fille, on clique dessus, etc. Voilà. Là, ce côté machinique, on est dedans et on adore le faire. Voilà, et puis le dernier, peut-être le dernier truc que je voulais dire, c'est que c'est très difficile d'être en mouvement. Voilà, c'est très difficile d'être en mouvement dans sa pensée, d'être en mouvement dans sa perception, dans ses sensations. C'est très difficile de continuer à essayer d'être différent chaque jour de ce qu'on était la veille, de pas encore une fois se répéter, de se décaler de son identité. C'est très dur de s'agrandir un tout petit peu. Et donc tout système machinique, tout devenir machique qui nous permet d'être préprogrammé, de suivre simplement des lignes qu'on a définies pour nous, ça nous fait du bien, quoi, tu vois. Et je pense qu'on a peut-être besoin même à certains moments juste de faire des stases, des petits repos, des petites pauses, en étant dans un devenir machine qui est très 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 agréable finalement, quoi. Mais tu oublies complètement que l'intelligence artificielle devient totalement sophistiquée, qu'elle nous permet de créer. Je sais pas si vous avez entendu. Là, on pourrait parler de l'IA. Non, mais je suis obligé d'en parler parce que je veux dire, je veux pas me faire l'avocat du diable. Mais je sais pas si vous avez écouté cette dernière pub radio pour Bouygues Télécom, où l'IA connaît très très bien son utilisateur, l'utilisateur connaît bien son IA. C'est ce qui vient. C'est présexuel comme conversation. Et le concept même de bot n'est pas du tout juste une blague entre amis. Hein. Je veux dire, bien sûr. on a même maintenant une jeune femme à discuter avec un ami mort qu'elle a refait vivre à travers. Dans Black Mirror, il y a la magnifique épisode. Il y a la même chose de Black Mirror. Juste là-dessus en deux mots, parce qu'on n'a pas parlé d'anticipation s'il y a une invention qui va arriver, qui va tout changer, c'est l'intelligence artificielle personnalisée. C'est sur votre smartphone, votre IA, qui prélève la totalité des traces de ce que vous faites en permanence et qui vous parle avec un robot de conversation, un chat. Mais pour notre bien. Voilà. Pour notre bien, ou pour notre bien. Alors là, moi, je développe ça beaucoup dans mon prochain roman, parce que je pense que c'est la prochaine révolution sociopolitique. C'est qu'on va avoir un alter ego numérique permanent qui connaîtra 10 fois mieux ce qu'on est que notre mère, notre copine, nos enfants, etc. Qui aura la totalité justement des traces. Il y aura une convergence machinique vers ça. Ils cherchent la convergence. Hein. Et tout GAFA est là-dessus, quoi. Tu vois, voilà, il y en a qui ont fait Siri, il y en a qui ont fait Alexa, il y en a qui ont fait Cortana, etc. Mais le chatbot personnalisé, c'est-à-dire vraiment l'IA personnalisée, qui connaît tout sur toi, qui dialogue en langage naturel avec toi, et à laquelle tu peux demander tout, et sur laquelle tu vas projeter la totalité de tes fantasmes, tu vas en faire une esclave sexuelle, ta maîtresse putative, ta mère, ton père dur et disciplinant dont tu as besoin, ton pote qui te fait des blagues. Tu projetteras sur ton IA ce que tu veux, tu lui mettras la voix que tu veux, tu la personnaliseras comme tu veux, mais ça sera ton premier alter ego, ta première altérité, avant même tout ton cercle d'amis. Ça, c'est flippant, ça nous arrive gros comme une maison, tu vois, et c'est passionnant à développer en termes de récit. En tout cas, moi, c'est un des gros points sur les furtifs, c'est un des gros trucs que je mets en place, parce que je sais que c'est ça qui vient. Et ils bossent tous là-dessus. Hein. Ouais. On avait une question au premier rang là, et puis ensuite au fond. Là, oui, il y a notre ami transhumaniste voulait je pense te challenger un petit peu. Enfin, pardon, tu n'es pas transhumaniste, tu n'es pas encore transhumain, Marc, rassure-moi. Bah écoute, nous on considère que tout le monde est transhumain, donc bienvenue au club. Ça part fort. Ça commence par la provoque. Allez, une petite question. La deuxième provoque, c'est que, je suis désolé, mais je crois que au début j'avais commencé à marquer que j'allais dire je suis d'accord avec 80-90% de ce que j'ai entendu, mais sur la fin je suis à 90-95%, donc ça se complique de plus en plus. Bon, c'est juste avant la question, manière de dire aussi que, ouais, il y a une manière de penser le transhumanisme, par exemple en France, mais en ailleurs, même aux États-Unis, il y a des gens qui essaient de penser le transhumanisme comme ça, ce qu'on appelle un techno-progressisme, progressisme au sens où on l'entend, le progressisme politique, un transhumanisme de gauche, moi je dis, j'ai pas de problème, je le dis. Et je t'en renvoie cette question-là. Si tu arrives juste, je sais pas, c'est possible d'enlever, à mon avis, 4 ou 5 expressions vraiment fantasmatiques qui ne sont pas ce qu'écrivent vraiment au fond les transhumanistes, à savoir que, tout le monde va dire mais qu'est-ce que c'est ça, que les transhumanistes prétendent à l'immortalité, que les transhumanistes prétendent à faire disparaître la souffrance, prétendent faire disparaître la vulnérabilité. Si
tu arrives à faire disparaître tout ça, qui relève du message publicitaire, du slogan utilisé par la plupart des transhumanistes américains d'abord, et quelques-uns qui reprennent ces discours-là en Europe et en France, la mort de la mort, etc. Ce sont des slogans. Donc si tu arrives à enlever toute cette couche-là, est-ce que tu peux, comment tu arrives à comprendre, comment tu interprètes, toi, le fait qu'il y ait des gens qui se réclament du transhumanisme et qui sont communistes, qui sont alternatifs, qui sont écologistes? Il y en a, comment tu comprends ça? Comment tu arriverais à penser un transhumanisme de gauche? Bah là, si tu veux, déjà je le découvre un peu, quoi, tu vois, parce que moi... Parce que c'est vrai que, voilà, moi je suis comme tous les blaireaux, c'est-à-dire que je suis saturé par la propagande transhumaniste américaine, tu vois, et le côté parareligieux absolument délirant qui développe, hein, parce que c'est vraiment, il y a le Messie, il y a la prophétie, il y a tout le schéma parareligieux est répété et très bien copié. Donc, ouais, non, mais il faudrait que tu nous expliques, ouais, voilà, en marge, après, on voit ce qu'on... Non, mais je pense que c'est pas impossible, mais c'est vrai que ça me paraît balèze, quoi, quand même. Hein. Donc... mais on m'avait dit que ça existait en France et que... Donc après, il faut que tu viennes sur la scène et que tu nous fasses un... Du coup, ouais. Alors, pardon, il y avait une question tout au fond, je vais essayer de ne pas prendre que le premier rang, je suis désolé. Hein, ouais, il y avait des gens... On est un peu... J'essaie de répondre plus vite, moi, c'est vrai. Non, mais on a encore un bon quart d'heure, hein, tout va bien. Hein. Alors, moi j'ai une question et une remarque. Je suis là. Alors, une question déjà... Non, en fait d'abord la remarque, ce sera plus simple. Sur les rapports de domination, justement, et l'idée de créer une caste des gens qui comprennent et des gens qui comprennent pas, de ceux qui peuvent ouvrir le capot et ceux qui peuvent pas. Faut s'intéresser à des initiatives comme celle de Framasoft, qui développe son... Un bon exemple, ouais, qui développe son réseau chaton d'éducation populaire au numérique, et ça pour moi c'est le vrai enjeu. On peut ne pas être un libriste qui code et s'intéresser au logiciel libre, et c'est mon cas, donc voilà. Je le défends. Et j'ai beau ne rien comprendre techniquement au programme que j'utilise, et ben je sais que s'il le faut, je peux comprendre, et des personnes de confiance peuvent le comprendre. Et on n'est pas obligé de savoir soi-même faire pousser ses laitues, il suffit de savoir faire autre chose pour aider les gens qui savent faire pousser ses laitues à faire pousser ses laitues. Enfin, j'y crois beaucoup en tout cas. Et la question c'est, est-ce que... j'entends bien ton rapport au corps, et je sais que tu es un naturaliste, etc. Mais il y a une question de temps aussi, et justement typiquement sur des initiatives libristes comme Wikipédia, ou comme des logiciels qui sont faits par des gens qui ne se rencontrent jamais, qui ne se connaissent pas, mais qui collaborent sans se connaître, parfois sous pseudo, parfois sous leur identité réelle. C'est le temps qu'ils engagent, beaucoup plus que le corps qu'ils engagent, pour moi, qui fait sens. Donc je sais pas si tu vois un rapport au corps là-dedans, mais c'est... Oui, mais là tu parles de l'économie de la connaissance, quoi, tu vois, c'est vraiment, Wikipédia, c'est la connaissance, donc par définition, tu échanges du texte, quoi, tu vois, donc... le logiciel, c'est l'action. Oui, d'accord, mais si tu veux, ce que tu développes, c'est des articles, quoi. Donc on est vraiment sur l'économie du savoir, la connaissance, etc. Donc, ouais, mais justement, si tu sors de Wikipédia et si tu sors de la connaissance pure, des gens qui vont faire une distribution Linux ensemble, là pour le coup, elle fait fonctionner des appareils qui vont être utilisés par des vrais gens pour faire des vrais trucs. Globalement, là, ils sont dans une économie de l'action, ou en tout cas de donner le pouvoir à des gens de faire des actions, et ils sont pas dans un rapport corporel à ça. Oui, mais alors c'est condamnable. Ah bah non, c'est pas parce que c'est pas corporel que c'est pas bien, quoi, tu vois. Je veux dire, Wikipédia, c'est un miracle pur pour moi, c'est magnifique Wikipédia, quoi, tu vois. S'il y a une chose qu'il faut retenir d'Internet, c'est ce miracle-là, quoi, tu vois. De gens qui, à distance, créent une encyclopédie dont moi je me sers tous les jours, mais vraiment dans ma création, le truc dont je me sers le plus sur Internet, c'est Wikipédia, quoi, tu vois. Parce que sur n'importe quel sujet, je peux y aller, il y a des choses, alors je prends pas tout pour argent comptant, etc., mais c'est fabuleux, quoi, tu vois. Et c'est du contributif pur, quoi, tu vois. C'est génial. Voilà. C'est pas parce que ça n'utilise pas le corps, là, pour le coup, que c'est pas fabuleux, quoi, tu vois. Je me permets de te demander si tu es contributrice Wikipédia. À mes heures. Et ce sera intéressant qu'on discute, parce que 90% des contributeurs sont des hommes. Et pour un premier article... Non mais c'est vrai, c'est un problème. Et développer l'inclusivité dans ce type de milieu, on est totalement d'accord. J'ai fait une conf sur... Il y a 2 jours, j'ai attendu 3 minutes avant le départ de la conf pour qu'il y ait 3 filles dans la salle. Et je voulais commencer ma conf par bonjour à toutes et à tous, et au bout d'un moment je me suis dit, mais est-ce que je vais pouvoir, quoi? Tout simplement, il n'y avait pas de filles dans la salle, c'était désespérant. Alors on discutera, parce que je prépare un article sur la question, mais c'est complètement off. Ok. Non mais c'est intéressant de savoir pourquoi. Ouais, c'est intéressant. C'est toujours cette histoire de voilà, code, contribution libre égale mec, égale Linux, égale barbe.
Une autre question, notre ami devant, alors là pour le coup je vais reprendre au premier rang. Tu avais, Monsieur au deuxième. ouais, et le monsieur au deuxième. Ouais. Puisqu'il faut prendre en compte la place du corps, je me demandais quoi faire du corps des policiers. Parce que moi j'ai l'impression que derrière toutes les technologies, quand on essaye en fait de résister un petit peu, il y a le premier temps où on fuit et on prend pas de téléphone portable. Et puis après il y a le temps où on essaye de commencer à faire quelque chose, par exemple dans l'anti-pub, ce que j'essaye de faire moi. Et en fait derrière chaque technologie qu'on essaye de déployer un petit peu et de transformer, il y a toujours un policier qui nous dit mais tu peux pas faire ça. Et en fait cette question du corps, moi j'ai l'impression qu'en effet on est démunis et qu'on a oublié nos corps un peu. Mais c'est peut-être aussi parce que les technologies qui contrôlent nos corps sont beaucoup plus importantes qu'avant. Je sais pas, je lisais il y a pas longtemps un bouquin de Blanqui qui est l'appel aux armes aux Parisiens, dans lequel il explique comment il faudrait faire la révolution. C'est une lecture. Ouais, c'est pas mal. C'était intéressant. Et je me suis dit, on est vraiment des blancs-becs, on n'engage jamais notre corps. Et ça, c'est quelque chose qu'on met jamais dans la balance parce que à partir du moment où il y a une peine de prison en face, il n'y a personne qui lutte. Bah, là, tu poses quelque chose de très intéressant, c'est à partir du moment où tu as un engagement réel et situé, où tu as un corps dans l'espace qui fait quelque chose, tu vas te confronter vraiment au pouvoir. Et le pouvoir, bah, il est incarné, et c'est d'abord le policier, tu vois. Et ça, tu vois, moi je pense tu me fais penser à cette citation que j'adore, c'est dans les manifs, rien ne sert de partir à point, il faut d'abord courir, quoi, tu vois. Mais c'est ça, quoi, tu vois, donc... Et tu vois, j'aime beaucoup, ça me fait penser, c'est la phrase de Foucault, il dit un pouvoir qui est d'autant moins corporel qu'il est plus savamment physique, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on te donne l'impression que le pouvoir s'exerce sur toi de façon effectivement dématérialisée, et c'est le cas, tant qu'il peut avoir une aérodynamique très forte et ne pas passer par les corps, ou te donner l'impression qu'il passe pas par les corps, il le fait. C'est pour ça que les réseaux internet et la dématérialisation est très intéressante pour eux aussi. Mais à partir du moment où ça commence à devenir concret, bah là tu vas voir, effectivement, il redescend, puis tu as des corps, tu as des mecs qui sont hyper protégés, tu as des équipements en plus hallucinants de performance, quoi, et toi tu es là avec ton petit foulard et tu cours, tu vois. Ouais, t'as raison, c'est sûr. Je me permets d'ajouter que dans ton panthéon personnel des héros de SF, pour revenir un petit peu sur les contre-cultures, même si je sais que t'aimes pas trop le terme, on a le Néo de Matrix, du premier Matrix. Ouais, c'est bien de le préciser quand même. Ah, non, mais j'ai beau revu les 2 et le 3, c'est vraiment voilà, c'est chose. C'est incroyable de faire un épisode aussi extraordinaire et de faire de la merde autant. Et puis il y a Sam Laurie de Brésil, mais qui lui finit mal tout en gagnant. Alors il y a cette ambiguïté, il a un problème de corps, mais sa cause l'emporte. Mais tu vois, si tu regardes Neo dans Matrix, il y a un truc très beau à la fin, c'est que il va derrière la Matrix, il comprend la Matrix, c'est-à-dire que c'est le vrai hacker, quoi. C'est-à-dire c'est celui qui ouvre le capot, tu vois. Il ouvre le capot, il peut arrêter les balles, il peut démonter ce qui se fait, etc. Tu vois. Et finalement, le message de Matrix, c'est ça, quoi. C'est rentrer dans la Matrix, ouvrir le capot, et vous allez pouvoir stopper ce qui est en train de se passer. Quand il stoppe les balles, c'est cette magnifique métaphore. C'est ça la force de la SF, c'est quand elle arrive à métaphoriser quelque chose d'aussi complexe, quoi. Alors, le jeune homme, au deuxième rang. Bonsoir, j'avais une question pour vous. Pensez-vous que les interfaces qui mobilisent à la fois le corps et l'esprit peuvent réconcilier le monde numérique et le monde réel dans lequel on baigne en permanence, comme par exemple, je vais prendre un exemple du passé, enfin que je considère du passé, la Wii, maintenant actuellement la VR avec la réalité augmentée et peut-être plus tard avec la biomécanique. Est-ce que ces moyens-là peuvent réconcilier ces deux mondes qui semblent actuellement en conflit ? Ouais, super belle question. Moi, j'ai pas la réponse comme ça. Simplement, moi, ça m'a toujours intéressé l'IHM. L'interface homme-machine, c'est une de mes premières conférences d'ailleurs. Et je crois j'ai beaucoup espéré, je continue à beaucoup espérer sur les interfaces corporelles pures, voilà, gestuelles. Effectivement, la Kinect, effectivement la Wii, effectivement la réalité virtuelle avec les casques, etc. Parce que tu engages le corps, t'es debout, tu agis. T'es plus sur le système que j'appelle purement spéculaire, c'est vraiment lié à l'optique, au nerf optique, et puis vraiment audiovisuel, c'est lié au... Donc on a eu quand même les deux sens qui sont... le sens le plus dématérialisé dans l'espèce humaine, c'est l'optique, et c'est le plus sursaturé. Bon. Tout système, toute interface qui passe par la voix, le toucher ou effectivement le corps me paraît engager quelque chose de plus intéressant. Voilà, ça c'est ma sensation. Maintenant, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est décisif? Je sais pas, quoi, tu vois. Simplement, sur les interfaces, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'on a décidé à un moment donné que l'interface devait être toujours la plus simple possible. C'est-à-dire qu'on a posé
le design des interfaces comme quelque chose qui devait aller vers la fluidité maximale. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait contrer. Voilà. Je pense qu'on devrait créer des systèmes d'interface complexes, difficiles, qui nécessitent un apprentissage, qui nécessitent une formation, qui prennent plus de jours à habituer, à maîtriser, et qu'on aurait du coup des façons de naviguer, d'interagir avec la machine qui seraient beaucoup plus intéressantes. J'avais étudié ça à un moment donné, mais par exemple, tu vois, cette espèce d'interface où voilà, tu es là, tu es sur le menu, tu descends et tu cliques et machin, il y a des systèmes qu'ils avaient mis en place qui sont superbes, j'avais vu les chercheurs bosser là-dessus, qui sont des systèmes rotatifs comme ça, où avec des angles de souris ou des angles de doigts, tu réouvres des systèmes de menus sur 200 ou 300 niveaux très très vite, juste en tournant avec deux doigts, tu tournes, tu crées un angle, hop, tu accèdes au dossier, tu vas... C'était magnifique, sauf qu'il fallait 2 ou 3 jours pour que les gens les apprennent, les assimilent. Or, aucun industriel, toujours le principe de facilité, grand public, machin, n'a voulu développer ça. Donc on a des interfaces super régressives, super simplifiées de plus en plus. C'est-à-dire que ma gamine de 2 ans est capable d'utiliser n'importe quelle interface aujourd'hui. Je trouve pas que c'est un progrès, en fait. Tu vois, c'est plutôt inquiétant, voilà. Et je pense qu'on devrait complexifier les interfaces et se dire, ok, je fais de l'interface compliquée, on va prendre le temps, mais on va permettre de développer justement des facultés et physiques et cognitives beaucoup plus intéressantes. Voilà, qu'est-ce que mon avis là-dessus? Merci. Ouais. D'abord, oui, bonjour. Je ne sais pas si c'est une question ou un point comme ça qui m'était venu en vous écoutant. Je me demandais si on ne peut pas faire la différence quand même entre le savoir, la connaissance et les connaissances. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a effectivement, pour reprendre l'exemple de Wikipédia, une transmission du savoir et éventuellement des connaissances, mais est-ce que ça ne ferait pas l'économie de la connaissance, c'est-à-dire de ce que ça pourrait impliquer, enfin c'est une question, hein, de ce que ça pourrait impliquer de travail de la pensée, de se réapproprier les connaissances ou le savoir. C'est une première chose qui me venait. Et l'autre qui renverrait à ce que vous disiez à propos de la machine, du machinal, et de peut-être pourquoi votre question qui était pourquoi a-t-on peur de ne pas être des machines, je repensais à la question de l'automate, et ça rejoindrait un petit peu la question du féminin par ailleurs d'ailleurs, et à la nouvelle de Villiers-Dinadan qui s'appelle Les Futurs, où il montre comment finalement la création d'une femme parfaite, une créature d'ailleurs qui serait une créature de rêve, répond totalement à ce qui pourrait être attendu d'un homme. Donc il y a quelque chose là du lien entre le masculin et le féminin, et qui me semble intéressant. Enfin voilà, je ne sais pas si on peut en dire quelque chose de plus. C'est 2 points différents, quoi. C'est ton grand oral. Je préfère qu'on... Non, mais très bien. Non, mais des fois, c'est pas vraiment des questions, c'est des... Non, mais sur la connaissance, c'est intéressant. C'est des ouvertures. Oui, moi je suis pas d'accord avec ça, au sens où, oui, il y a un côté consommation de savoir, il y a un côté accès très direct et parfois très catégorisé à des informations qui fait que tu te dis, bon, est-ce que je pense vraiment, parce que je cherchais du savoir, je me gave un peu, et puis je pique à droite et à gauche. Mais en même temps, quand tu ouvres beaucoup d'articles Wikipédia, il y a quand même des éléments de pensée, ça te force à penser, ça te force à réfléchir, et donc ça t'aide à construire quand même ta pensée et ta réflexion. Après, si tu l'as pas appris à l'école, si on t'a pas aidé à construire cette faculté-là, t'es comme une oie qu'on va gaver stupidement, tu vois, tu peux pas apprendre à penser comme ça tout seul, enfin, ça me paraît difficile, juste en surfant sur Wikipédia, quoi, tu vois, mais si tu as eu un tout petit peu d'apprentissage, Wikipédia t'aide et te construit, quoi, tu vois. Donc ça t'aide à penser, quoi. Ouais, il manque le corps de l'autre, là, pour le coup. Oui, parce que, si tu veux, dans l'enseignement, tu vois, moi j'en parlais avec ma femme qui parle le français, dans l'enseignement, il y a une dimension affective. Je veux dire, t'écoutes quelqu'un parce que t'as envie de l'écouter aussi, parce qu'il y a quelque chose qui t'est sympathique dans ce que dit ton professeur, tu vois. Il me disait, voilà, des élèves qui ont énormément de mal à accrocher, elle les accroche par l'affectif. Et la dimension affective dans un enseignement, elle est parfois 10 fois plus forte que la dimension purement spéculative, conceptuelle, abstraite que tu enseignes aux gamins, quoi, tu vois. Et c'est normal, et c'est très bien comme ça, quoi, tu vois. Il faut faire passer de l'émotion, faire passer des affects, tu vois. Et c'est comme ça que l'enseignement, l'envie de penser, moi j'ai eu des profs de philo qui m'ont fait passer beaucoup d'affects, qui m'ont donné envie de faire de la philo, tu vois. Oui, c'est du côté du transfert pour moi. Ouais, du transfert, ouais, complètement. Ouais. Une dernière question peut-être? Non, mais il y a 15 mains qui se lèvent, alors 2 questions. Un homme, une femme, d'accord? Moi je vois rien, on est complètement ébloui. Il y a une fille. Ouais, il y a une fille. Une fille qui pose une question. Une fille. Non, mais il a le micro.
Il a le... voilà, tu vois, la préemption masculine. Non mais honneur aux femmes, hein, si... Non. Non mais t'as le micro, vas-y, puis Ouais, vas-y, on essaie de faire... on t'oublie pas, vraiment, on t'oublie pas... Ok, bon. Alors moi j'ai 2 questions, il y en a une qui du coup est peut-être plutôt une ouverture, je sais pas si c'est... les doubles questions. Alors, 2 questions et 3 commentaires. Il y en a une qui est très courte, la deuxième est très courte. Et la réponse sera courte aussi, je pense. Non. Si. Vas-y. Alors, par rapport au fait d'avoir peur de ne pas être des machines, est-ce que dans une société où on est de plus en plus suivi, comme celle où on est aujourd'hui, le fait d'avoir peur de ne pas être des machines, c'est tout simplement le fait d'avoir peur de disparaître dans un écosystème qui est largement numérisé et en tout cas doublé de numérique à tous les points de vue. Je prends un petit exemple perso rapide. Moi je suis blogueur, je pratique les réseaux sociaux à très haute dose et si je tweete pas pendant 2 jours, j'ai l'impression de plus exister du coup parce que ça va trop vite, etc. Voilà, ça c'est la première ouverture qui est peut-être une question, je vous laisse répondre. Et un aveu. Et un aveu assumé. Et ma deuxième petite question, c'est les furtifs, ça sort quand? Ah, le salaud. Sur ta question, je pense que pour pas mal de gens, les gens demandent à la technologie d'être une preuve d'existence sociale. Ouais, c'est clair. Voilà. Et une preuve d'existence tout court. Et c'est normal. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à l'intelligence artificielle personnalisée, parce que cette intelligence-là va te donner un certificat d'existence permanent, parce que tu pourras lui parler tout le temps et elle va sans arrêt te répondre. Mais c'est quand même supra grave d'avoir besoin de la technologie pour cette preuve ontologique-là, tu vois, donc bon, ça fait flipper. Les furtifs, je dis ça maintenant depuis quand même 1 an, c'est fin 2017 normalement, si tout va bien. C'est le chapitre 4, j'avance, pas Sur combien? Parce qu'en fait, Ouais, c'est ça, j'ai des chapitres 4. Bon, généralement, souvent c'est 16, 18, 20 chapitres. Donc oui, c'est pas fini, hein, mais voilà, je collecte des matériaux, ça devient de plus en plus... En fait, je devrais publier les cahiers, en fait, ça serait plus simple. J'ai 3 cahiers de 200 pages remplis, d'idées, de réflexions, de machin, je devrais publier les cahiers, puis voilà, comme ça serait plus simple. C'est horrible de devoir écrire le livre, parce que c'est évidemment extrêmement difficile, extrêmement long. Parce qu'il est là, quoi. Donc il ouais, il est là, mais après, entre ce que t'as à l'intérieur, dans ta tête, et ce qu'il faut écrire, là c'est l'incarnation. C'est-à-dire que justement, c'est que des petits tas de lettres sur une page blanche, mais l'incarnation que ça demande pour les écrire, c'est une consommation énergétique bien supérieure à tout ce que tu peux faire par ailleurs. Voilà, faire une conférence, c'est beaucoup plus facile que d'écrire. Donc, comme je suis comme tout le monde, je fais les choses les plus faciles avant les plus difficiles. J'ai tendance à me laisser avoir, quoi. Enfin, tu vois, en tout cas, à pas être assez centré, pas être assez... Mais c'est intéressant, tu vois, comment je suis piégé aussi, moi, en tant qu'auteur, dans le fait que, voilà, t'es sollicité, et j'avais pas ce problème sur mon premier livre où Internet n'existait pas et où j'étais tranquillement isolé dans la Drôme pour écrire, quoi, tu vois. Sur le premier, c'était ça, quoi. Voilà, donc ça touche aussi à la création, ça touche à la difficulté de créer. Moi, je crois qu'il y aura une dégradation globale de la création dans les 20 prochaines années. Elle a déjà lieu parce que, tout simplement, ce temps absolument indispensable d'isolement, d'abstraction de toute sollicitation, d'extraction de l'économie de l'attention, devient de plus en plus difficile. Voilà, ça devient de plus en plus difficile et du coup les gens sortent des livres trop rapides, écrits en 6 mois, en 9 mois, en 1 an. Pour moi, un bon livre, il faut 2 ans, 3 ans pour sortir un bon livre, un livre qui tienne vraiment debout. Donc c'est un enjeu intéressant. Hein. De l'impact des nouvelles technologies sur la dégradation des conditions de création. On fera une thèse là-dessus, ce serait rigolo. Ouais. C'est malin d'avoir posé cette question, regarde maintenant. Tu m'as déprimé, c'est bon. Putain. Si. Dernière question, mademoiselle. Non, ensuite plus personne. Ensuite, ce sera à la cool entre nous. Mais je crois qu'il se passe quelque chose dans cette salle juste après, donc il faut faire un petit peu attention. Merci. Du coup, je voulais vous demander si vous connaissiez le livre Ravage de Barjavel, qui est un roman d'anticipation aussi, mais beaucoup plus proche de la société de nos jours, un peu, où c'est un peu la société basée sur la technologie qui est poussée à l'extrême et tout s'effondre d'un coup, plus rien ne fonctionne
Et j'ai pas envie de dire la fin dans tout le monde, mais je voulais savoir si vous connaissiez et qu'est-ce que vous en pensez. Pas du tout, là. Je vous conseille vraiment, c'est magnifique à lire. Et sinon, je voulais aussi parler de quelque chose qu'on n'a pas trop abordé, c'est la technologie en tant qu'outil de libération en fait, du temps pour les hommes et les femmes. Au niveau du travail, par exemple, tous les métiers dont on se passerait bien, qui se détruisent au fur et à mesure et sont remplacés par des robots. Et finalement, c'est pas si mal non plus parce qu'on pourrait libérer du temps à consacrer à des choses plus élaborées que ramasser les poubelles ou fabriquer des voitures. Et je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, et du coup, je voulais vous parler d'un mouvement qui est basé sur cette idée justement de libération du travail par la technologie, qui s'appelle le mouvement Zeitgeist, qui imagine une cité complètement organisée autour de la technologie, qui s'appelle la cité Vénus, il me semble, où tout serait basé sur les technologies et libérer les hommes du travail en fait. Voilà. Merci. Non, c'est rigolo que tu parles de ça parce que je travaille, je suis commissaire d'exposition sur la Biennale internationale du design de Saint-Etienne sur l'avenir du travail. Voilà, donc on a travaillé avec le collectif de science-fiction Zanzibar sur ces thèmes, donc je suis à fond dedans, là j'ai passé ma journée à enregistrer des textes autour de ça. Oui, complètement d'accord avec toi, mais là c'est un changement de paradigme social extrêmement puissant à mettre en place, c'est de dire, ok, allons au bout de la robotisation, allons au bout de l'automatisation, mais acceptons qu'il y a un revenu universel pour tous, que tout le monde en bénéficie, que la richesse produite par les machines et par le capitalisme soit enfin redistribuée à tous, et qu'on découple l'idée que le revenu doit être corrélé au mérite. Voilà, on a une société, on est le produit de millénaires d'innovation technologique, on en bénéficie tous, on doit tous en bénéficier, donc on mérite absolument tous de toucher un revenu universel et de libérer du temps pour faire des choses qui valent la peine d'être faites, quoi, tu vois. Et qu'au lieu de se crisper sur l'idée, gardons notre travail, il n'y a pas d'autre sens à la vie que de travailler, etc., allons au bout, libérons effectivement le travail, mais donnons les moyens aux gens de vivre décemment, quoi, tu vois. Donc, moi, je suis pour ça, je suis pour le revenu universel, mais un revenu universel à un bon niveau, quoi, qui nous libère de l'obligation d'être esclave du système techno-capitaliste. Allons au bout de ça, effectivement, et ça sera vraiment intéressant. En tout cas, on pousse là-dedans dans notre délire à nous, quoi. Ok, merci beaucoup.